Dans cette vidéo, nous abordons les principes de prise en charge des lésions du point d'angle postérolatéral du genou. Le topo a été réalisé par le docteur Fabien Baudel sous la direction du docteur Le Gallois. Les lésions du point d'angle postérolatéral ou postérolateral corner en anglais représentent 7 à 16% des lésions ligamentaires du genou. Les lésions du PAPL sont isolées dans seulement 28% des cas. En effet, elles sont la plupart du temps associées à d'autres lésions, notamment le plus fréquemment à celle du pivot central. La rupture du ligament croisé postérieur s'associe dans 27% des cas à une lésion du PAPL, celle du ligament croisé antérieur dans 10% des cas. Ceci est d'autant plus important à avoir à l'esprit que la méconnaissance des lésions du PAPL associées peuvent être responsables d'un échec de réparation du LCA ou du LCP. Des lésions du nerf fibulaire commun s'associent à celles du PAPL dans 15% des cas. Le contexte de ces lésions sont les accidents de la voie publique et les sports pivot-contact comme le football, le rugby ou le ski. Nous allons maintenant faire un point sur l'anatomie du point d'angle postérolatéral. Nous pouvons voir ici une représentation anatomique du PAPL sur une vue latérale. On va tout d'abord décrire les trois principaux stabilisateurs composant le PAPL. Le premier correspond au tendon poplité, avec sa terminaison intra-articulaire sur la face latérale du condyle fémoral. Puis le ligament collatéral fibulaire, tendu de l'épicondyle latéral à la tête de la fibula. Et enfin le ligament poplitéo-fibulaire, allant du muscle poplité à la tête de la fibula également. Il est ensuite composé de multiples stabilisateurs secondaires. Un de ceux-ci est représenté par la capsule postérolatérale, avec ses deux grands renforcements, le ligament ménisco-fibulaire et le ligament ménisco-tibial. On en a ici une vue arthroscopique, ainsi que celle du tendon poplité. Parmi les stabilisateurs, plusieurs ont une action dynamique, notamment le tractus iliotibial avec sa terminaison sur le tubercule de Gerdy. Ici, le biceps fémoral se terminant sur la tête de la fibula, en arrière du LCL. Et ici, le gastrocnémien latéral s'insérant en arrière du condyle fémoral latéral. Et enfin, le muscle poplité s'insérant intra-articulaire, comme nous l'avons déjà vu. Schématiquement, nous retiendrons que le PAPL contrôle deux mouvements principaux. Le ligament collatéral latéral permet de contrôler le varus. Le tendon poplité et le ligament poplitéo-fibulaire, constituant le complexe poplité, permettent de contrôler la rotation externe et dans de moindres portions le varus. À noter qu'il permet également de lutter en partie contre le récurvatum. En cas de lésion chronique, nous pouvons effectuer des radiographies en stress, aussi appelées télos, permettant d'objectiver la laxité. Ce que nous pouvons voir ici, où la laxité y est sévère, reflétant probablement une lésion du pivot central associé, comme nous le verrons dans les classifications suivantes. L'examen principal dans le bilan diagnostic et la recherche de lésions ménisco-ligamentaires associées reste l'IRM. On peut y voir, comme sur cette slide, le tendon poplité, représenté par la flèche blanche sur la coupe axiale à gauche et coronale à droite. Ici, on peut voir le fascia lata représenté par la flèche de gauche et le ligament collatéral latéral à droite, de proximal en distal. Nous allons maintenant aborder les différents mécanismes lésionnels pouvant toucher le PAPL. L'un des plus fréquemment retrouvés est le VAFRI, ou varus flexion rotation interne. Celui-ci amène une lésion du ligament croisé antérieur qui se poursuit par une lésion du PAPL. Nous pouvons observer ce mouvement sur le joueur rouge effectuant le tacle. Un mécanisme plus classique mais moins fréquent est celui d'un choc antéromédial à postérolatéral sur le genou, celui-ci pouvant provoquer une lésion isolée du PAPL. Une hyperextension peut également provoquer une lésion du PAPL, notamment de la capsule postérolatérale. Le mécanisme ultime est celui de la luxation de genou, qui, comme on peut s'en douter, associe plusieurs lésions ligamentaires et méniscales. Nous noterons également qu'une hyperrotation externe peut aboutir à une rupture isolée du tendon poplité. Nous allons aborder maintenant l'examen clinique et le testing du PAPL. L'examen en position de cabote permet de palper le LCL que l'on sent rouler sous le doigt comme une corde.
Concernant le testing, nous allons voir les 3 tests principaux. Le premier étant le testing en varus forcé effectué à 30 degrés de flexion, se concentrant principalement sur le LCL. Le second est représenté par le recurvatum test de Huntston. Les deux membres inférieurs sont soulevés par traction sur la luxe au zénith. Si une lésion du PAPL est présente, on peut observer un varus, un recurvatum et une rotation externe tibiale plus importante du côté lésé. Puis le DEL test, ou test du cadran d'horloge, qui s'effectue en décubitus ventral à 30 et 90 degrés de flexion. On exerce une rotation tibiale externe bilatérale. Si une asymétrie est présente à 30 degrés de flexion, cela signe une lésion du PAPL. Si celle-ci est également présente à 90 degrés, cela traduit le plus souvent une lésion du LCP associée. Concernant les classifications, nous allons tout d'abord décrire les lésions ligamentaires sur un plan histologique. On retrouve 3 grades de lésions ligamentaires. Ici, nous pouvons observer une structure ligamentaire normale. Le grade 1 retrouve des micro-ruptures avec des lésions microscopiques, mais pas de laxité. Le grade 2 retrouve des lésions macroscopiquement visibles par des foyers hémorragiques, pas de laxité, mais une résistance mécanique diminuée. Le grade 3 correspond à une solution de continuité ligamentaire et se traduit par une laxité clinique. La première classification établie fut celle de Huntston, basée sur le varus clinique, puis modifiée en y ajoutant la notion d'hyperrotation externe. Ces deux valeurs augmentent de façon proportionnelle selon le stade. Le stade A correspond à des valeurs quasi physiologiques avec un varus entre 0 et 5 mm et une rotation externe entre 0 et 5 degrés. Le stade B correspond à un varus entre 6 et 10 mm et une rotation externe entre 6 et 10 degrés. Le stade C correspond à un varus supérieur à 10 mm et une rotation externe supérieure à 10 degrés. Celui-ci traduit une lésion du pivot central. La classification de Fanelli et Larson est plus récente et distingue rotation et varus. Le type A correspond à 10 degrés de rotation externe excessive et traduit une lésion du complexe poplité. Le type B associe à l'hyperrotation externe de 10 degrés une laxité latérale de 5 à 10 mm au varus forcé. Il associe une lésion du poplité, du ligament poplitéofibulaire et du ligament collatéral latéral, soit des 3 stabilisateurs principaux. Le type C associe une hyperrotation externe de 10 degrés et une laxité latérale supérieure à 10 mm au varus forcé. Il associe donc une lésion des 3 stabilisateurs principaux avec une lésion de la capsule postérolatérale, mais également du pivot central. Nous allons maintenant voir comment prendre en charge ces lésions du PAPL. Tout d'abord, nous devons distinguer les lésions récentes des chroniques. Concernant les lésions récentes, si nous sommes face à une lésion de stade A correspondant au final à une entorse bénigne, il vaut mieux dans ce cas opter pour un traitement orthopédique. Pour les stades B, il faut distinguer les lésions isolées du PAPL, notamment chez des patients ayant une faible demande fonctionnelle qui seront plutôt du ressort du traitement orthopédique, des stades B avec des lésions associées, notamment du pivot central, ou chez un patient ayant une forte demande fonctionnelle. Dans ce cas, il est préférable d'opter pour une reconstruction du PAPL ainsi que du pivot central si celui-ci est atteint. Les stades C sont quasiment dans tous les cas chirurgicaux, notamment du fait de la présence de lésions associées, et cela sur les mêmes principes que les stades B. Pour les lésions chroniques, on ne retrouvera que les stades B et C. Pour les stades B, nous procéderons à une chirurgie à la carte, selon les lésions retrouvées et laxité existante. Ainsi, la lésion isolée du ligament collatéral fibulaire, très rare voire même inexistante pour certains auteurs, peut en théorie relever d'une reconstruction isolée du LCL. Les lésions du complexe poplité seules, notamment dues à un mécanisme lésionnel en hyperrotation externe, comme nous l'avons vu tout à l'heure, peut bénéficier d'une reconstruction isolée de celui-ci, telles que les popliteal bypass que nous verrons juste après. Dans la plupart des cas, il existera des lésions associées, des 3 stabilisateurs principaux, et il faudra recourir à des reconstructions combinées. Pour les stades C, nous aurons affaire à la même démarche thérapeutique.
Un point important dans la prise en charge des lésions chroniques, qui est décrit par plusieurs auteurs, est celle de l'axe mécanique. En effet, un génuvarum dont la valeur serait supérieure à 5 degrés notamment, justifie une correction par ostéotomie tibiale de vagisation. Celle-ci est alors effectuée avant les reconstructions ligamentaires, mais peut parfois être réalisée dans le même temps chirurgical. Cette correction permet ainsi de diminuer les contraintes exercées sur le plan ligamentaire latéral et de diminuer le risque de récidive ou de distension. Pendant plusieurs années, s'est posé la question de réaliser plutôt une réparation des structures ligamentaires, notamment par suture, ou une reconstruction par ligamentoplastie. Des études ont montré que la réparation nécessitait tout de même une reconstruction secondaire dans un nombre important de cas. Et les résultats étaient moindres. Il est donc admis qu'il est préférable de réaliser des reconstructions. En revanche, certaines lésions se prêtent à la réparation et doivent toujours être effectuées, notamment les lésions par fracture avec réalisation de réinsertion osseuse, ou les avulsions du biceps fémoral par exemple, qui doivent être réinsérées. Nous allons maintenant aborder les principales techniques de reconstruction du PAPL. Larsson en 2001 décrit une des premières techniques de reconstruction dite anatomique. Elle utilise un tendon ischio-jambier avec un passage dans la tête de la fibula, puis dans la fosse poplitée condylienne, avec une reconstruction en 8. Celle-ci permet de reconstruire le ligament collatéral latéral et le complexe poplité. Elle représente comme principal inconvénient son anisométrie, car le point d'isométrie diffère entre le LCL et le complexe poplité, mais est réuni dans cette reconstruction sur un seul point fémoral. Cela aboutit à l'apparition de plusieurs techniques dérivées de celles de Larsson, notamment l'Arciero, le Sori et d'autres. L'évolution principale est la réalisation de 2 tunnels fémoraux pour permettre une reconstruction plus anatomique et une mise en tension indépendante des 2 greffes. Le brin postérieur constitue le complexe poplité et le bras antérieur le ligament collatéral latéral. Il a été montré la supériorité d'une technique à 2 tunnels fémoraux par rapport au Larsson classique. Un peu à part, le poplital bypass, où est réalisée une reconstruction du tendon poplité. Plusieurs techniques ont été décrites, celle de Müller, représentée ici, mais aussi celle de Bousquet et de Jaeger. Elles ont été abandonnées pour les lésions combinées, mais conservent une part d'indication pour des lésions poplitées isolées, autrement dit avec un LCL intact. Maintenant, un des gold standards des reconstructions anatomiques est la technique de Laprade, décrite en 2004, restituant les 3 stabilisateurs principaux, le tendon poplité, le ligament popliteo-fibulaire et le ligament collatéral latéral. Elle est constituée de 4 tunnels, 2 tunnels dans le condyle fémoral aux insertions anatomiques du ligament collatéral latéral et du tendon poplité, un tunnel tibial antéro-postérieur avec une sortie postéro-latérale, un tunnel fibulaire. On utilise une allogreffe, le plus souvent un tendon d'Achille. Donc une greffe reconstitue le tendon poplité et une greffe reconstitue le ligament poplitéo-fibulaire, puis le ligament collatéral fibulaire. Un des avantages de cette technique est la reconstruction du ligament poplitéo-fibulaire permettant la stabilisation de la tête de la fibula. La technique de Versailles, plus récente, est une variante de celle de Laprade, où sont réalisés 3 tunnels, dont un tunnel fémoral incurvé. On utilise une allogreffe, ça peut être des fibulaires, ou une autogreffe, un DI et un DT. Une seule greffe réalise l'ensemble de la reconstruction. Après son passage antéro-postérieur dans le tibia proximal, il reconstitue le tendon poplité, puis après passage dans le tunnel fémoral de façon antéro-postérieure, il se divise en 2 contingents, qui se croisent au niveau du tunnel fibulaire. Ces 2 contingents sont ensuite suturés entre eux, reconstituant le ligament collatéral fibulaire. Le brin antérieur, le plus épais, sort en postérieur de la fibula et est suturé à la portion poplitée, reconstituant le ligament poplitéo-fibulaire. Pour conclure, nous retiendrons que il s'agit du dark side of the knee, car complexe anatomique mal connu et dont les lésions sont relativement rares. Il contrôle 2 principales laxités que sont le varus et la rotation externe. Et nous retiendrons 3 principales reconstructions anatomiques que sont l'Arciero, le Laprade et celle de Versailles. Nous vous recommandons ainsi la lecture de 4 articles.
l'article de Fanelli et Larsson qui reprend les principes de prise en charge des lésions du point d'angle postéro-latéral. Ils y détaillent également leur classification. Les articles de Laprade, publiés respectivement dans l'AJSM et le JBJSA, et qui décrit sa technique de reconstruction du point d'angle postéro-latéral et les résultats qu'il a pu obtenir avec cette technique. Et l'article du Dr Murgier pour l'équipe de Versailles, où il décrit la technique de reconstruction du point d'angle postéro-latéral de l'équipe de Versailles. Merci d'avoir vu cette vidéo. Vous pouvez suivre l'actualité scientifique de notre département en vous abonnant à notre chaîne YouTube OrthoLivestream. Merci et à bientôt.